Chapitre 8, problème 9. C'est un problème avec deux parties. J'ai dessiné en rouge le cercle et en bleu le fil rectiligne. Et vous devez comprendre qu'en fait, là, c'est un fil qui commence rectiligne et puis qui vient s'enrouler en faisant une boucle et qui redevient rectiligne. Donc, c'est exactement le même courant I qui coule dans le cercle que celui qui coule dans le fil électrique. Par contre, il faut décomposer en deux objets, un fil rectiligne infini bleu et une boucle circulaire rouge. Et on vous informe qu'en plein centre, on a un champ magnétique total de 4,5 microtesla. Et on vous montre sur le dessin, avec le X, que ça entre à travers la page. Donc, on en déduit que le courant dans la boucle tourne en sens horaire. Et la règle à main droite, lorsqu'on enroule nos 4 doigts dans le sens du courant I dans la boucle, nous dit que, hop, ça tourne et que notre pouce pointe dans le même sens que le X qui entre dans la page. C'est le champ B2, celui associé à la boucle, en rouge. Dans le fil bleu, qu'on le veuille ou non, puisque c'est le même fil que le fil rouge, il faut que ça aille de la droite vers la gauche. À ce moment-là, on a des anneaux concentriques de champs magnétiques qui s'enroulent autour du fil et la règle de la main droite nous dit que ça monte à l'avant du fil et que ça descend à l'arrière du fil. C'est-à-dire qu'au-dessus du fil, on a un champ qui entre vers l'intérieur. On va l'appeler B1, comme ça, les fait en bleu. Et en dessous du fil, ça ne nous intéresse pas, mais on aurait un champ B1 qui viendrait vers nous. Nous, on nous informe qu'on connaît le champ total de 4,5 microtesla au centre. Le champ total, B en noir ici, 4,5 microtesla, c'est l'addition vectorielle de B1 plus B2. Je dis vectorielle, mais en fait, on peut le faire en scalaire, puisque tout ce beau monde-là, B total en noir, B1 en bleu, le champ du fil, et B2 en rouge, le champ de la boucle, vont tous exactement dans la même direction, 100% purement dans la direction perpendiculaire au plan de la feuille. Donc, on peut faire une bête addition et prendre l'expression pour le module du champ magnétique généré par une boucle, l'expression pour le module du champ magnétique généré par un fil rectiligne, additionner les deux, puisque les deux champs B1 et B2 contribuent dans la même direction, s'aident l'un l'autre pour produire le champ total, et on peut écrire que 4,5 fois 10 à la moins 6 est égal à, tiens, mettons en évidence mu0, mettons en évidence I. Qu'est-ce qu'il faut trouver? Attends, rayon 15. Il doit falloir trouver le courant électrique. Donc, on va mettre I en évidence, tout simplement, comme ça. Et on va avoir mu0 sur 2R plus mu0 sur 2πr, comme ça ici. Et il resterait simplement à isoler le courant électrique I en remplaçant R, je pense, par 15 cm, mu0 par sa constante, et on trouverait la réponse puisque c'est le même I dans la boucle et dans le fil. Alors voilà pour chapitre 8, problème 9. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas de B, il n'y a pas de C. Ça s'arrête là. J'en fais un autre tout de suite. Chapitre 8, problème 16. Un grand classique. À la question A, on vous demande simplement de trouver le champ magnétique total au point P qui est représenté à une distance Y de l'origine du système d'axe. On vous donne des paramètres géométriques, D et Y, et on vous informe qu'on a deux fils infinis parcourus par des courants identiques I qui sont situés à des distances D de l'origine sur l'axe des Z. Première chose à faire, règle de la main droite. Celui du haut, en bleu, entre vers l'intérieur, celui du bas aussi, là, on fait la règle à main droite et on s'enroule, hop, dans ce sens-là. Ça va nous donner un champ magnétique qu'on vient tracer au point P, perpendiculaire au segment R1, comme ça ici, et je vais l'appeler B1. Même chose pour le fil qui est en rouge en bas, on fait la règle à main droite et on va s'enrouler, hop, en sens horaire aussi. On continue et ça nous donne un champ magnétique que je dessine en rouge, généré par le fil rouge,
égale à B2 comme ça. Pour avoir le champ magnétique total, il faudrait faire l'addition vectorielle de B1 et B2. Et comme B1 et B2 ont des composantes en Y, mais aussi en Z, il faut prendre le temps cette fois-ci de faire l'addition au complet. La méthode du parallélogramme là, et votre intuition géométrique vous disent que B total va probablement être dans cette direction-là et qu'on a quelque chose de symétrique puisque ce sont les mêmes courants I, la même distance Y, donc la même distance R pour le segment qui relie le centre du fil au point P et l'autre même distance R pour l'autre fil, ben, on va avoir des composantes qui vont s'annuler en Y. C'est-à-dire que B2 et B1 sont espacés là, de la même distance par rapport à B total de chaque côté. Donc, vous pouvez faire abstraction du calcul en Y et calculer seulement la résultante en Z. Quand on fait le calcul, il nous donne la réponse, je l'ai écrite sur mon autre feuille. On obtient là... Je vais vous dire comment faire. Avant, c'est vrai, parce que ce sont des fils infinis et vous voulez savoir qu'il faut utiliser l'équation la même que dans le laboratoire, là, mu0 fois i divisé par 2 pi r. Et là, il faut quand même aller chercher les composantes. Hein, c'est vrai, là, je vous dis de faire abstraction de la composante en y, c'est correct, là, mais il faut aller chercher la composante z de chacun de ces vecteurs-là. Moi, j'aime ça y aller avec l'angle θ qui est ici et l'angle θ qu'on retrouve à la même place de l'autre côté, et je vais chercher θ avec l'arc-tangente. C'est ma méthode préférée, surtout parce qu'on l'a fait en mécanique. Là, c'est pas vraiment qu'un plus facile que celle qui monte dans le livre, et on va avoir D sur Y, comme ça ici, D sur Y pour θ, et on vient chercher la composante de B2 et de B1 qui nous intéresse pour avoir B total, en faisant mu0 i sur 2 pi R, qui est racine de D carré Y carré, comme ça. Et ça, c'est notre module. Et on vient chercher le côté cosinus θ avec θ qui est ici, parce que c'est le côté qui touche à l'angle θ qui est en Z négatif, et c'est ça qui nous intéresse. Si vous voulez la version vectorielle, vous mettez un moins avec un petit K après, et vous allez avoir votre réponse. Il y a une autre façon de faire ça, et je vous encourage à l'essayer, parce que pour faire la question B, c'est plus agréable d'avoir l'expression du champ B total sans l'angle θ qui est ici. On peut s'en débarrasser avec des fonctions trigo aussi, et je saute tout de suite, parlons de la question B, à C8P16B. Et là, on vous pose une bonne colle qui est très intéressante. On vous dit, écoute, tu comprends que quand la distance Y qui est définie où est-ce qu'il est le point P est proche de 0, tu vas avoir des champs rouges et bleus qui vont s'annuler pratiquement complètement. Ils vont être diamétralement opposés pour donner un champ pratiquement nul à l'origine. Cool, ça fait du bon sens, tu peux faire tes règles à main droite, faire semblant que le point P est à l'origine et aller vérifier qu'on a effectivement un champ magnétique total qui tend vers 0 à ce point-là. Juste les dessins par analyse visuelle nous permettent de vérifier ça. Ensuite, au point P, on l'a déjà calculé, c'est la question A tout à l'heure. Quand le point P est à une distance Y égale D, on se ramasse avec deux vecteurs rouge et bleu, qui sont à 45 degrés, vous pourriez le vérifier, là, ici, triangle, dans ce genre-là, et qui vont s'entraider pour produire un vecteur B total qui va aller vers le bas complètement et qui va avoir une certaine grandeur. Et si on éloigne encore le point P à une distance Y beaucoup plus grande que D, on va avoir des vecteurs qui sont de plus en plus proches l'un de l'autre, là, avec un petit angle au milieu de rien, et à un moment donné, là, ils vont être parallèle complètement. Le problème, par contre, c'est que plus on s'en va loin des fils, plus le module de nos champs va tendre vers 0 aussi. Et là, on vous demande, hey, où est-ce qu'il est le sweet spot, l'endroit où il faut placer le point P pour avoir un champ magnétique B total le plus grand? Est-ce qu'il faut être quelque part ici? Est-ce qu'il faut être exactement à la position Y égale D? Est-ce qu'il faut être un peu plus loin que cette position-là? On vous demande où il faut être.
Bon, vous pouvez demander à un ordinateur de tracer B en fonction de Y pour avoir une idée de la forme de la fonction. Je l'ai faite. Je suis pas un ordinateur, je l'ai faite à main levée. Et on aurait quelque chose là qui va augmenter et qui pogne un maximum. On le sait si on regarde la réponse là à Y égale D. Mais comment faire pour prouver que effectivement le maximum est bel et bien à cet endroit-là si on ne savait pas d'avance? Pour faire ça, quand vous avez des fonctions dont vous ignorez la valeur maximum, on se sert de la bonne vieille technique de la chute libre. Vous vous souvenez, en mécanique, on lançait des objets dans les airs et on disait, hey, pour aller trouver l'altitude maximum, viens poser que la vitesse en Y égale 0 au sommet de la trajectoire parabolique. Et comme on passe par un point d'inflexion au sommet de la trajectoire, en posant VY égale 0, ou si tu préfères DY/dt égale 0 à cet endroit-là, tu es capable de isoler Y égale quoi à cette position-là, ou X égale quoi à cette position-là, et trouver la réponse. On fait la même chose avec des fonctions inconnues dont on veut trouver le maximum. La fonction qu'on a ici, c'est B en fonction de Y. Donc, on pose sa dérivée, dBY égale 0, le point d'inflexion en haut. Et on vous la donne là, dans les réponses à la fin du livre, ou si vous l'avez calculé à la question numéro 16A, vous allez trouver que B est égal à mu0 I fois Y divisé par pi, Y carré des carrés dans sa parenthèse. Et on a simplement à dériver ça par rapport à Y, vous sortez les constantes en avant, je l'ai fait en rouge, et vous dérivez Y sur Y carré plus D carré. Vous trouvez ce que ça donne, vous posez que c'est égal à 0, et vous isolez pour Y. Vous solutionnez pour Y égale quelque chose. Et ça vous donne la réponse. Je sais, c'est facile à dire. Tu dis, ouais, dériver ça, Y sur Y. T'es capable, tu l'as fait dans ton cours de calcul et je suis certain que tu as encore tes livres ou Internet et tu peux faire ça. Et comme le prochain examen est à livre ouvert, sais-tu quoi? Même si tu te sers d'Internet, c'est correct. Tu vas y avoir droit à Internet au prochain examen. Tu vas avoir droit à tes livres de mathématiques aussi, du cours de calcul et de dérivés. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc ça, c'est une question tout à fait correcte. Vous pouvez y répondre. Vous pouvez vous servir de votre ordinateur. Vous pouvez vous servir d'Internet. Hey, on s'en fait un autre pour la route. Chapitre 8, problème 17, demande spéciale sur le forum. Il n'est pas difficile. Par contre, il est mêlant. Regardez ce qu'il faut faire. Là, on a un fil rectiligne rouge I3. On a un fil rectiligne bleu avec un courant qui vient vers vous, I1. On a un fil rectiligne I2 bleu avec un courant qui entre dans la page. Et là, on vous dit, considère ces trois fils rectilignes infinis-là et va trouver le champ magnétique B total au point P en plein milieu. C'est la même salade, la même recette que les autres problèmes qu'on vient de faire. On fait une addition vectorielle de tous les champs magnétiques générés par chacun des fils. On en a trois, c'est long, c'est plate, mais il n'y a pas de difficulté intense ou dramatiquement plus compliquée que les autres numéros. On prend juste plus de temps pour faire chacune des trois opérations. Je commence rapidement avec I1. On fait la règle à main droite, le pouce vers le haut. On s'enroule en sens anti-horaire, je l'ai dessiné. On trace le segment R1 avec la règle qui relie le point avec du fil, le point P au centre du fil. On mesure cette longueur-là avec les données qu'il vous donne. Vous devriez être capable là, d'aller chercher un triangle rectangle comme ça ici, avec les coordonnées géométriques du fil I1 et d'aller trouver que R1 est égal à la racine carrée du côté qui est ici au carré, plus l'autre côté qui est là au carré, appelons-les A et B minuscules. Vous allez chercher R1 comme ça. Vous placez ça dans l'équation que j'ai mis dans le nuage pour le fil rectiligne infini. Vous remplacez I par I1. Une fois que vous avez le module de B1, vous tracez sa flèche de vecteur comme ça et vous pouvez aller chercher l'angle θ avec... attendez un peu, il est ici. L'angle θ qui est là ou ici aussi. Et vous allez, avec l'arctangente, là, ma méthode préférée, chercher θ et décomposer B1 en coordonnées 0 en I. Il n'y a rien qui sort, rien qui rentre.
quelque chose en Y négatif, moins J, quelque chose en Z positif, on est vers le haut, plus K, et vous gardez ça de côté. On fait la même chose pour trouver B2. On fait la règle à main droite, ça nous donne un truc en sens horaire. On s'en vient tracer B2. L'angle θ2, on le trouve de la même façon avec l'arc tangente. J'ai été le chercher là, dans le livre, on vous donne 20 cm et 15 cm pour les côtés adjacents et opposés. Vous utilisez ça, vous trouvez les coordonnées de B2, ça va être plus Y plus Z, donc ça nous donne du plus J plus K, 0I, pas besoin de I. B3, même principe, sauf qu'on a des anneaux, ici aussi on avait des anneaux concentriques, mais sur le I3, on peut voir les anneaux concentriques, et en dessous du fil numéro 3, on a un champ qui entre comme ça, B3 vers l'intérieur, et vous auriez, si vous étiez au-dessus, un champ qui sort vers vous au-dessus du fil. Nous, on est en dessous. Le point P est en dessous du fil, donc B3 va entrer vers l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va avoir du moins I, et on va avoir 0K, 0J. Vous trouvez les composantes I, J et K de chaque vecteur, vous additionnez les I avec les I, les J avec les J, les K avec les K, vous vous félicitez vous-même, vous vous mettez un gros bien, et c'est pas plus compliqué que ça, c'est juste plus long. Allez, c'est tout, j'en avais pas d'autres. C'est un 3 pour 1 aujourd'hui, 3 numéros de dépannage pour le prix d'un. Continuez de me poser des questions sur le forum. Je peux envoyer des copies d'examen corrigées ou en tout cas répondre à des questions sur les copies d'examen, je les ai encore. Si votre correction fait pas votre affaire. Allez, bonne journée.